présentation de vœux à Koulouba. Ce jeudi, c'était au tour des forces de défense et de sécurité de formuler leurs vœux au chef suprême des armées, le président de la transition générale Assimi Goïta. Une occasion de dresser le bilan des actions menées en 2024 en matière de défense et de sécurisation du territoire. 2024 a vu la présence de l'armée dans certaines zones comme Tinzaouaten, Abelbara et la neutralisation de plusieurs chefs terroristes. Une dynamique qui se poursuivra cette année 2025. Nous restons avec nos forces de défense. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Kamara, a rencontré aujourd'hui son homologue sénégalais. Avec Biram Diop et sa délégation, il a été question de renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité entre les deux pays. Le gouvernement compte recruter bientôt 3000 membres des groupes armés dans l'armée et dans le circuit économique. L'information avait été donnée par le président de la transition et la mise en exécution est déjà en cours. C'est pour échanger sur ce sujet que le ministre en charge de la réconciliation a rencontré les groupes armés concernés. La synthèse de ces rencontres dans cette édition. La semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel se poursuit dans une ambiance chaleureuse dans la cité des Balanzans. Le quai des Arts de Ségou a vibré au rythme d'une soirée exceptionnelle intitulée La Nuit de l'AES, réunissant des artistes chanteurs des trois pays. Une première pour célébrer la diversité culturelle à travers la musique, la solidarité et le vivre ensemble. Merci de votre fidélité à ORTM1. Bonsoir, bienvenue dans cette édition que nous débutons par la présentation de vœux à Koulouba ce jeudi. C'était au tour des forces de défense et de sécurité de formuler leurs vœux au chef suprême des armées, le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta. Une occasion de dresser le bilan des actions menées en 2024 en matière de défense et de sécurisation du territoire. 2024 a vu la sécurisation progressive du territoire avec la présence de l'armée dans certaines zones comme Tinzaouaten, Abelbara et la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de leurs sanctuaires. Une dynamique qui se poursuivra cette année 2025. L'accent sera mis sur le renforcement de la coopération sécuritaire au sein de l'AES pour venir à bout du terrorisme. Sira Bachili était à Koulouba, suivant son reportage. Le général d'armée Assimi Goïta. Un environnement asymétrique, des hommes avertis et engagés, un peuple debout. L'armée malienne tient bon, malgré les péripéties et quelques turbulences en 2024. Vous l'avez compris, c'est l'évaluation annuelle de l'épine dorsale de la souveraineté du Mali devant le chef suprême des armées. Un dû du peuple rendu par la chaîne de commandement de notre outil de défense nationale. Face au président de la transition, chef suprême des armées, le chef d'état-major général des armées dresse le bilan 2024 en matière de défense et de sécurisation du territoire. Courant 2024, les efforts ont porté sur la consolidation des acquis à mesure de poursuivre le redéploiement des forces de défense, de sécurité et paramilitaires et le soutien au retour progressif de l'administration et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. La poursuite des opérations de sécurisation et de stabilisation du territoire ayant conduit les FAMA dans des zones non visitées depuis de belles lurettes comme Inafarak, Tinzaouaten, Abebara, entre autres. Le ciblage du leadership des terroristes ayant abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes, y compris des leaders très influents. La poursuite de la restauration et des réformes avec l'amélioration de la gestion des ressources humaines, y compris des recrutements continus. Les formations classiques annuelles assurées, l'instruction et le renforcement des capacités dans les unités renforcées, la préparation opérationnelle adaptée au cycle opérationnel.
À cette liste s'ajoute l'école de guerre qui est à sa 4e promotion, baptisée promotion AES. C'est donc un Mali maître de son destin dans un contexte de sécurité complexe qui a diversifié sa coopération militaire avec des partenariats jugés gagnant-gagnant. Une armée, c'est aussi des équipements. À ce niveau, le chef d'état-major général des armées, Oumar Diarra, a fait cas des dernières acquisitions, à savoir les drones Akenzi et d'importants moyens terrestres déjà livrés et d'autres en cours. Pour contrer les menaces, l'armée s'impose donc avec une anticipation stratégique et un effort constant pour préserver l'intégrité du territoire. Pas question de fléchir, la dynamique se poursuivra cette année 2025. L'année 2025 s'annonce avec de belles perspectives de consolidation renforcée des acquis et des succès couplés à des ambitions de poursuite du redéploiement des forces et du maillage territorial national. Nous prenons conscience que l'efficacité de ces unités de combat repose sur une préparation opérationnelle, un entraînement rigoureux et un leadership de commandement de proximité déterminé et engagé. C'est pourquoi la Diapo de 2025 a pris au cœur de ses activités la formation, l'entraînement et le renforcement des capacités. Orientation suivie donc à la lettre, de quoi rendre fier le capitaine du bateau Mali. Pour le général d'armée Assimi Goïta, ce moment est celui de réaffirmation de l'unité et la volonté de bâtir un Mali souverain et stable. Reconnaissance au peuple du Mali pour son soutien à l'armée. L'occasion est bien opportune pour renouveler au peuple malien la reconnaissance des forces armées et de sécurité. La cohésion et l'unité d'action tant à l'intérieur des forces armées et de sécurité que dans notre chaîne de commandement constituent les gages de nos succès. Le maintien et la consolidation de la fraternité d'armes entre les différentes composantes de notre outil de défense, ainsi que la solidarité et l'unité de la chaîne de commandement, servent de point d'appui pour la réalisation des objectifs politiques. À travers votre rôle d'interface, vous avez su, avec détermination et conformément aux orientations politiques, contribuer à la cohérence du processus décisionnel dont l'importance demeure capitale dans la planification et l'agencement des opérations. J'ai une pensée pour toutes les victimes du terrorisme ainsi que les soldats tombés au champ d'honneur. Leur sacrifice et leur engagement resteront à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. À ceux qui sont des blessés, aux otages, aux familles endeuillées, notre solidarité agissante et notre soutien indéfectible se poursuivent à leurs égards. Et le président Goïta de poursuivre sur la nécessité pour les États du Sahel de renforcer la coopération sécuritaire pour venir à bout du terrorisme. Géopolitique obligeant, les pays du Sahel coopèrent pour faire face aux ingérences extérieures. Les 3 pays disposent d'une force conjointe de sécurité. Dans un contexte géopolitique en constante évolution, il est impératif d'adapter nos stratégies et de renforcer notre posture pour faire face aux menaces, tant internes qu'externes. C'est dans cet esprit que nous avons œuvré avec nos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger à la mise en place d'une force unifiée au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Les succès opérationnels que vous remportez sur les différents théâtres redonnent de l'espoir aux populations et confortent par la même occasion les liens armée-nation. Je vous encourage à persévérer dans cette voie, seule garantie pour mériter davantage de la confiance du peuple malien dont le sacrifice consenti en faveur de l'armée doit être à la dimension de sa quiétude. Cette année 2025, souhaitée année de paix, est aussi celle de grands défis selon le président Goïta. L'autonomie de décision constitue un des facteurs de poursuite de la défense commune entamée par les États du Sahel. Cette année 2025, et que nous souhaitons être une année de paix et de prospérité pour le Mali et les autres membres de l'AES, se présente comme une année de grands défis. Dans ce processus de mutualisation des énergies et des moyens, je vous engage aux côtés de vos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger
à accélérer les procédures de planification opérationnelle tout en privilégiant une approche globale de résolution de la crise à laquelle nos États sont confrontés. En retenant comme stratégie de planification basée sur les 3 principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali, les forces armées maliennes jouent pleinement leur rôle dans la refondation de l'État, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Soyez rassurés, avec l'appui constant du peuple malien, que l'année 2025 sera celle de la continuité dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Présage donc de succès opérationnel pour l'armée malienne, plus d'actions sécuritaires communes pour l'AES, la logique, toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une ou de plusieurs parties est considérée comme une agression contre les autres parties. Et l'intégralité de cette présentation des vœux de l'armée au président de la transition à suivre après cette édition. Et parlons du Conseil des ministres de mercredi au compte du ministère de l'économie et des finances. Le Conseil des ministres a adopté 3 projets. Ces textes concernent l'application de taxes et perceptions de contributions permettant de renforcer les ressources de l'État. Quel est le bien fondé de ces mesures? Comment seront-elles appliquées? Pour les éléments de réponse, nous vous proposons d'écouter le ministre de l'économie et des finances, Alousseini Sano. Ces 3 textes qui concernent l'application de taxes ou de perception de contributions permettant de renforcer les ressources de l'État. Le premier, il concerne la TARTOP. La TARTOP, c'est la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public. Et l'annexe fiscale de 2012, donc du 26 décembre 2012, a fixé un taux de TARTOP de 5%. Ce qui veut dire que les entreprises de télécommunications sont des entreprises qui sont assujetties au paiement de la TARTOP. Et aujourd'hui, on a 3 sociétés. La TARTOP est appliquée sur le chiffre d'affaires de ces entreprises. Donc aujourd'hui, depuis 2012, c'est un taux de 5% qui est appliqué. Et selon toutes les dispositions qui ont été prises, nous estimons que en ramenant le taux de TARTOP de 5% à 7%, qui est l'objet de ce projet, ça ne déséquilibrera pas fondamentalement le fonctionnement normal de ces entreprises et globalement ça va amener un taux de prélèvement à 10% sur le secteur. Le second dossier concerne une ordonnance pour instituer des taxes et des prélèvements divers sur certaines activités. Donc le premier, c'est la contribution spéciale de solidarité. Cette contribution spéciale de solidarité est assise donc sur le chiffre d'affaires mensuel et hors taxe, sur la valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés. Donc les entreprises qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, c'est un prélèvement de 0,5% qui va être assis sur leur chiffre d'affaires. Je rappelle que cette contribution n'est pas une nouveauté dans l'architecture juridique du Mali. Ce même texte contient un deuxième volet qu'on a appelé la taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services. Donc il s'agit particulièrement des boissons alcoolisées. On a estimé que par rapport aux taxations sur les boissons alcoolisées, il faut renforcer cette taxe, non seulement pour des questions de santé publique, mais également pour des questions de recettes budgétaires. L'impact de ces 2 textes peut amener, en tout cas des recettes budgétaires autour de 60 milliards de francs CFA chaque année. Le troisième texte concerne le projet d'ordonnance portant création du fonds de soutien au projet d'infrastructure de base et de développement social et son décret d'application. Il faut rappeler, c'est que depuis que la transition est installée et que les activités ont commencé, les gens ont commencé à voir les résultats sur le terrain par rapport à l'insécurité, par rapport à la maîtrise du prix, du coût de la vie, et tous les efforts que l'État fait en matière de subvention sur les produits de base. Ces résultats ont vraiment
encourager les Maliens à venir régulièrement nous solliciter pour faire des contributions. Et ils demandent chaque fois, donnez-nous un numéro de compte, nous voulons contribuer, etc. Et aujourd'hui, les contributions de 1 500 000, 2 millions que nous collectons aujourd'hui s'élèvent aujourd'hui à 2 500 millions. Compte tenu de l'intérêt en tout cas, et de l'engagement des Maliens que je salue au passage, non seulement pour cet engagement, mais également pour la résilience, nous avons estimé qu'aujourd'hui, il est possible de formaliser ça dans un contexte bien clair et bien réglementé afin de pouvoir assurer un meilleur suivi et en tout cas une meilleure collecte de ces efforts et pouvoir les orienter de façon efficace à répondre aux besoins de crise que nous avons aujourd'hui. Nous vous l'annoncions, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Camara, a rencontré aujourd'hui son homologue sénégalais. Avec Biram Diop et sa délégation, il est question de renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité. La coopération militaire entre le Mali et le Sénégal devrait réduire considérablement l'insécurité transfrontalière. Abdul Karim Kaba. 419 km² des frontières séparent le Mali et le Sénégal. Les deux pays ont en commun la même devise. Un peuple, un but, une foi. C'est fort de tous ces facteurs que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Camara et son homologue Biram Diop, ministre des Forces armées du Sénégal et leur délégation renforcent leur coopération pour lutter efficacement contre le terrorisme. Je voudrais rendre hommage à la résilience du peuple malien et saluer la vaillance de ces forces armées qui sont engagées depuis plus d'une décennie dans une bataille cruciale pour l'avenir de leur pays et au-delà de notre région. Même si nous pouvons nous satisfaire du bilan de notre coopération, vous conviendrez avec moi que nous pouvons l'approfondir pour mieux faire face aux défis sécuritaires aigus auxquels nous sommes confrontés dans nos missions de sécurisation de nos territoires respectifs. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, dans laquelle vous êtes activement engagés, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites qui financent les groupes armés terroristes et les réseaux criminels constituent autant de menaces qui nécessitent la mutualisation de nos efforts. C'est le but de cette visite qui, j'en suis assuré, nous permettra de trouver les voies et moyens de mettre en œuvre pleinement l'accord cadre de 2021. Au Mali, l'on est ouvert à toute collaboration respectant les principes édictés par les autorités de la transition. Monsieur le ministre, le Mali a quitté la CEDEAO, mais il voudrait toujours bâtir des relations bilatérales fécondes avec tous les partenaires qui les désirent, notamment avec la République serbe du Sénégal, conformément aux principes édictés par le président de la transition en matière de coopération bilatérale, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et le choix des partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Cette rencontre vise donc à promouvoir une coopération diversifiée et mutuellement avantageuse. La sécurité et la stabilité tiennent à cœur les autorités de la transition. Nous devons coopérer en structurant notre accord de coopération existant parce que la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière l'exigent. Le terrorisme et le crime organisé transnational en perpétuelle mutation et parfois soutenu par des acteurs internationaux aux visées impérialistes seront combattus que lorsque nous agirons ensemble. Monsieur le ministre, c'est un honneur de réunir des experts et des leaders de divers domaines pour discuter des défis et des opportunités qui se présentent à nous
dans ce secteur crucial qu'est la défense nationale. Votre présence ici témoigne de l'importance que nous accordons tous à la sécurité et à la stabilité de nos pays. Cette rencontre vise à renforcer les échanges et la coopération entre les forces armées des différents pays. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara, a conclu que seule une lutte commune permet de gagner la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement compte recruter bientôt 3000 membres des groupes armés dans l'armée et dans le circuit économique. L'information avait été donnée par le président de la transition et la mise en exécution est déjà en cours. C'est pour échanger sur ce sujet que le ministre en charge de la réconciliation nationale a rencontré les groupes armés concernés. La synthèse de ces rencontres avec Aloussine Touré. Après la dénonciation par l'État du Mali de l'accord pour la paix et la réconciliation, il fallait créer un nouveau cadre de discussion dénommé Accord intermalien pour la paix et la réconciliation. C'est ainsi que les groupes armés signataires de l'ex-accord ont été conviés par le ministre Ouagué pour échanger sur les modalités d'application de cette directive présidentielle. À la veille du Nouvel An, le président de la République a annoncé l'intégration ou la démobilisation en tout cas de 3000 combattants, 2000 pour l'intégration et puis 1000 pour la réinsertion. Donc c'est dans ce cadre que le ministre de la Réconciliation a bien voulu vraiment mettre très rapidement en application les décisions de ces autorités. Et pourquoi il nous a entretenus ce matin pour la mise en œuvre de ce processus. Le ministre nous a informé du démarrage imminent, n'est-ce pas, de l'intégration de 2000 personnes parmi les populations du Nord dans les forces armées. Et le ministre n'a pas manqué d'insister sur le caractère urgent de cette opération et la nécessité de le faire peut-être même courant ce mois de février. Les participants ont tous réaffirmé leur disponibilité à prendre part à ce processus d'intégration et de réinsertion. Nous, on attend les ministres qui disent, on est d'accord tout avec ça. Nous, Inch'Allah, ça va compter. Il a dit il y a les quotas qui vont maintenant. Il y a les quotas qui vont maintenant rentrer dans les policiers, dans l'intégration. Donc on est d'accord avec ça. Disponible, oui. Moi je suis partant, on est partant et je pense que tous ceux qui sont animés de bonne foi seront partants, Charles. Le plus tôt et le mieux surtout. Le ministre en charge de la réconciliation poursuivra cette série de rencontres afin d'amener tous les acteurs à être démobilisés et donner ainsi une chance à la paix dans notre pays. Et toujours le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale dans sa démarche de processus de mise en œuvre du DDR, à savoir l'intégration des ex-combattants dans l'armée, a échangé également avec plusieurs autres mouvements sur les initiatives en cours, notamment le quota qui leur est attribué pour regagner les rangs des forces de défense et de sécurité. Le point avec Aridj Matina. Le processus de DDR visant à désarmer les groupes armés et en intégrant les ex-combattants au sein des forces de défense et de sécurité poursuit son cours normal. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion, vient de rencontrer certains mouvements républicains qui sont le groupe d'autodéfense d'Anna Ambasagou, la coalition pour le peuple de l'Azawad CPA et le groupe d'autodéfense d'Onso. Les différents groupes se réjouissent de l'heureuse initiative qu'est leur intégration dans l'armée pour assurer davantage la défense et la sécurité du pays. Et aujourd'hui, en tant qu'acteurs sur le terrain, nous avons la responsabilité d'accompagner ce processus et de créer toutes les conditions pour que vraiment l'État du Mali arrive vraiment à désarmer tout le monde. Le lancement de ce DDR est imminent et tous les mouvements aujourd'hui qui ont été aux côtés de l'État, aux côtés de la République, aujourd'hui pour soutenir l'unité nationale, l'intégrité du territoire du Mali, son indivisibilité et surtout le processus de la transition et de la refondation aujourd'hui ont été consultés en vue de contribuer vraiment efficacement à la réussite de ces processus. Ça rentre dans le cadre de la réconciliation.
Donc on nous a parlé quand même de quotas. Notre préoccupation numéro 1, c'est le retour de la paix. Nous sommes déterminés depuis longtemps à accompagner l'État malien. Alors, au nom des Donso, des cercles de Nyono, Massina, Tenengu, Djéné, quelque part 100, Soumadougou et alentour. Il s'agit des autodéfenses des Donso. Tout ce qu'ils font, c'est sous l'autorité de l'État. Donc quand l'État décide de quelque chose, il n'y a pas de problème, c'est des gens qui sont prêts à suivre les lignes directives de l'État. Nous venons d'échanger avec le ministre sur les quotas annoncés par le président de la République, son Excellence général Assimi Goïta. Et ces quotas, c'est 3000 personnes annoncées sur lesquelles 2000 seront intégrées dans l'armée. On est consentant et c'est une bonne chose. Tous les Maliens doivent être ravis du fait que ceux qui ont pris les armes laissent les armes pour que la sécurité relève de l'armée régalienne. Les mouvements reçus par le ministre en charge de la réconciliation réaffirment leur engagement à accompagner la mise en œuvre efficace et efficiente du processus de DDR. Et transition toute trouvée, opération de maintien de la paix et reconstruction de l'État post-conflit. Quel bilan pour les États africains? C'est le thème d'un séminaire récapitulatif du programme de master en maintien de la paix et de l'exécutive master en reconstruction de l'État post-conflit. Il s'agit d'une rencontre d'évaluation du parcours de la 3e promotion de ce programme initié par l'école de maintien de la paix à Lune-Blondenbey. Compte rendu, Tchemoko Konate. La paix, condition sine qua non pour amorcer le développement durable. Le programme de formation du nouveau master élaboré en 2018 en est à sa 3e promotion. Une cohorte soumise ce jeudi à une évaluation de son parcours à la faveur de ce séminaire à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondenbey. Opération de maintien de la paix et reconstruction de l'État post-conflit. Quel bilan pour les États africains? C'est le thème choisi pour l'occasion. Dans un contexte marqué par les rejets et la méfiance vis-à-vis des opérations de paix sur le continent, il est impératif de dresser un bilan objectif de ces missions. Il s'agit ici de se poser les questions suivantes. Quels ont été les succès enregistrés par ces opérations? Quels sont les défis qui persistent encore? Et quelles leçons pouvons-nous tirer pour mieux préparer l'avenir? L'Afrique, notre continent, doit s'engager activement dans la consolidation de la paix et la reconstruction, ou parfois la refondation des institutions. Ce programme de formation est le fruit d'un partenariat tripartite entre l'école de maintien de la paix, l'université Kouroukanfouga, connue sous la dénomination Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, et l'Institut d'études politiques de Grenoble. Nous avons une mission, celle de former des esprits capables de comprendre et d'affronter de manière autonome les défis majeurs de notre temps. C'est pourquoi ce master en maintien de la paix et reconstruction de l'État post-conflit est bien plus qu'un simple programme scientifique. Il est une réponse directe aux besoins urgents de notre pays et de notre continent. Il s'agit donc de créer une corrélation entre ces programmes et la bonne gouvernance en accordant une place de choix à la lutte contre la corruption. Une initiative qui vient étayer 2 programmes stratégiques en cours d'exécution par le ministère en charge de la paix et de la réconciliation nationale. Ces 2 programmes, il y a un qui s'appelle le PSRSS, qui était un programme initialement qui était au niveau du ministère de l'économie et des finances, que j'ai ramené à mon niveau justement pour m'occuper des questions de reconstruction post-conflit, intervention directe au bénéfice des populations. Il y a un second programme que j'ai appelé affectueusement le programme Mali-Déco, ça veut dire que le programme pour les populations maliennes, qui avec l'appui de la Banque mondiale, je suis en train de déployer et justement qui atteint les mêmes objectifs. Au cours de ces séminaires, les participants feront l'état des lieux du programme, les défis à relever avant de faire des propositions qui, en perspective, serviront de boussole. Autre sujet, la session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel se poursuit. Les experts du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable étaient face aux conseillers de la République. Ils ont exposé sur 2 sous-thèmes, l'état des lieux de l'exploitation minière au Mali et mines et protection de l'environnement. Batraoré et Toumani Diabaté ont suivi ces débats pour nous. Au Mali, de nombreuses zones minières sont ouvertes à l'exploitation.
Qu'il s'agisse d'exploitation artisanale ou industrielle, ces sites ont un impact sur l'environnement en termes de pollution des eaux ou de dégradation des sols. Pour trouver une réponse à ces phénomènes, le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, est à l'écoute des experts du ministère en charge de l'environnement. État des lieux de l'exploitation minière au Mali et mines et protection de l'environnement sont les deux sous-thèmes exposés devant les conseillers de la République. Dans l'exploitation minière, il arrive souvent que vraiment il y a un dégagement de gaz et cet aspect n'est pas souvent contrôlé. Donc nous veillons au contrôle vraiment de ces aspects pour veiller à ce que tout ce qui est projeté dans l'air puisse vraiment répondre aux normes. Les produits chimiques utilisés, donc ça contribue à la pollution des sols. Donc nous veillons à ce que, en tout cas, tout ce qui est produits chimiques utilisés, qu'on puisse prendre des dispositions pour que les sols ne soient pas vraiment souillés. Donc l'impact de l'exploitation minière aussi, ça se sent sur nos eaux de surface et pourquoi pas les eaux souterraines aussi. Produire mieux tout en préservant l'environnement, telle est la vision du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est pourquoi il est opportun de prendre des mesures idoines pour assurer un environnement sain. À la suite de tout ce qui a été débattu, nous pensons que nous nous réjouissons. Nous, en tant que Conseil de la République, et également les experts, les responsables administratifs, politiques chargés de la gestion de cette problématique. Et nous sommes, quoique, sur la même longueur d'onde. Ce qui fait que les propositions, les recommandations qui sont faites ici, je pense que quand on va finir de les peaufiner et mises à la disposition des gouvernements, il y aura un bon suivi pour une bonne application. Les échanges s'inscrivent dans le cadre de la 7e session de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les deux partenaires du jour entendent maintenir ces contacts pour une meilleure protection des populations riveraines des zones minières. Les associations et regroupements de consommateurs du Mali face au ministre de l'Industrie et du Commerce. Les échanges ont notamment porté sur l'approche du Ramadan en termes d'approvisionnement du marché, les prix des produits et la responsabilité des associations pour alerter les pouvoirs publics sur les dérives dans les marchés. Nyanya Aliou Traoré. Suppression totale de l'inflation dans nos places de marché, gouvernement et associations des consommateurs ensemble pour relever le défi. La responsabilité et le devoir des regroupements de consommateurs mis en avant pour jouer pleinement leur rôle de veille citoyenne afin de répondre favorablement à l'axe 3 de la lettre de cadrage du président de la transition. Vous avez un rôle et une responsabilité particulière quant à la bonne information à donner à nos populations sur l'évolution des prix, notamment des denrées de première nécessité sur les différents marchés. Il faut que nous ayons un réarmement moral, intellectuel, physique et que nous ayons une capacité à la fois d'analyse et de diagnostic pour apporter toutes les réponses. Et à ce titre, les échanges de consommateurs jouent un rôle extrêmement important et utile. Ce rendez-vous avec le ministre s'inscrit dans sa série de rencontres avec les acteurs industriels du pays. Moussa Alassane Diallo restituait ainsi à ses invités du jour les conclusions de ces échanges et en même temps présenter le plan d'action de satisfaction des populations qui en est sorti. La première mesure du plan d'action est la prorogation, la suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation du sucre avant fin janvier 2025. Déjà, à ce jour, cette mesure est réalisée. Les opérations d'importation de sucre sont en cours. La deuxième mesure, la suspension, la perception de la TVA sur l'importation d'une quantité de 100 000 tonnes de riz pour anticiper sur l'atténuation des conséquences de l'inondation des champs avant fin janvier 2025. À ce jour, Monsieur le ministre a saisi son homologue de l'économie et des finances qui a donné son accord pour le démarrage de cette opération. Les cahiers des charges sont en cours de signature. La deuxième mesure, actualiser les structures des prix du riz, de l'huile, l'allemand bétail, du tourteau, du ciment, en vue d'une réduction d'au moins 10% des prix indicatifs plafond avant fin janvier 2025.
Quelques préoccupations ont été soulevées malgré l'adhésion des associations à soutenir le gouvernement dans la guerre communicationnelle, diplomatique et économique engagée contre l'envahisseur. Les consommateurs demandent par exemple plus d'efforts des opérateurs par rapport à la qualité des produits locaux. C'est vrai qu'il faut un approvisionnement adéquat du marché. Ça, c'est vraiment l'objectif qui va nous permettre d'avoir l'accès à des produits. Et ça, c'est très important. Mais le marché est ce qu'il est. Et on peut y trouver du bon comme on peut y trouver du mauvais là-dedans. Donc, il ne faut pas qu'on nous serve n'importe quoi sur ce marché-là. Quand on a interdit tout de suite l'importation des pâtes alimentaires, les consommateurs se sont butés à un premier problème, la qualité des produits, des pâtes alimentaires locaux. Donc, les pâtes locales, nous sommes maliens. On encourage à consommer malien, mais il faut encourager aussi à faire de la bonne qualité. Le ministre n'a pas manqué de parler du Ramadan qui s'approche à grands pas. Il a rassuré son auditoire sur la disponibilité et l'accessibilité des produits de première nécessité dans les magasins. Et débutons cette page avec la 21e édition de Ségou Art Festival sur le Niger. Ce soir, nous faisons une balade dans la cité des Balanzans à travers le concept Ségou Falitour. Les balades urbaines et les visites touristiques à bord de charrettes typiques. Cette initiative portée par Mali Tourisme et la mairie de Ségou vise à offrir aux visiteurs une expérience authentique des richesses culturelles et historiques de Ségou. Nos envoyés spéciaux Awadit Makamara, Abdul Salam Bambara et Namouri Cheikh Diabaté nous font faire un tour. Il est 15h30 ce mardi, nous sommes à l'entrée du village du festival sur le Niger. Le roi du jour, c'est ce Tan nommé commissaire. Ce fidèle compagnon à 4 pattes, prêt à tracter sa charrette décorée. Des passagers de marque prêts à embarquer à bord pour une aventure unique. L'événement, c'est la parade des ânes ou Ségou Falitour. Aujourd'hui, nous essayons justement de proposer aux festivaliers des activités en diurne, des activités de visites touristiques. Et ces visites touristiques sont organisées à bord des charrettes. Donc pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir toujours attirer le maximum de personnes vers la région de Ségou, les amener également à visiter la ville de Ségou. Mais nous avons également un autre objectif qui consiste à contribuer à la protection de cet animal. 1, 2, 3. Allez. À 16h05 précisément, le top départ est donné par le ministre en charge des Affaires étrangères. Et c'est parti pour une randonnée dans les rues pittoresques de la cité des Balanzans. L'objectif est de valoriser ce moyen de transport, patrimoine local, et permettre du coup aux charretiers de tirer des bénéfices. J'adore Ségou Falitour. C'est une expérience unique car on s'amuse énormément. Ça nous permet de tirer nos épingles du jeu. C'est sur fond culturel, sur fond de la diversité culturelle, la promotion réellement de nos valeurs que nous faisons cette activité-là. Donc je suis très ému de cette reprise pour cette 3e édition de Ségou Falitour. Fali étant un animal à préserver et la charrette étant un moyen de transport traditionnel et très prisé par la nuit des temps, par en tout cas nos aïeux. Donc nous nous ressourçons et en cette année de la culture dédiée à nos plus hautes autorités, c'est dire que nous jouons notre partition aujourd'hui dans l'édification nationale. Nous promouvons aujourd'hui l'art, la culture réellement et nos valeurs ancestrales. Des centaines de passagers apprécient cette escapade culturelle. L'art doit être comme un pont qui rassemble toutes les cultures au-delà de la couleur de la peau. J'ai adoré cette escapade. J'adore le Mali et la culture. C'est juste l'humanité, juste l'amour, juste l'amitié, la fraternité. Ça me rappelle la culture purement Bambara.
de Ségou, surtout de l'Empire Ségou, et puis on découvre des choses. C'est ma première fois de monter sur l'âne, mais je crois qu'il y aura une deuxième fois. En tout cas, Ségou Fali-Tour est une expérience unique. Une fois que vous l'aurez découvert, vous ne l'oublierez pas de sitôt. C'est sûr. Et nous sommes toujours dans la cité des Balançons, dans une ambiance chaleureuse. Le quai des Arts de Ségou a vibré d'une soirée exceptionnelle intitulée La Nuit de l'AES, réunissant des artistes chanteurs des 3 pays. Une première du genre pour célébrer la diversité culturelle à travers la musique, la solidarité et le vivre ensemble. Benoko Fofana et Siriki Balo, Namouri Cheikh Diabaté. C'est un public varié, de jeunes et adultes, tous réunis au cœur des arts, bravant ainsi la fraîcheur de la nuit afin de soutenir cet esprit de convivialité et de vivre ensemble qu'incarne l'AES. La soirée a débuté avec la prestation poétique de 2 artistes paroliers, Lamine Diabaté de la Guinée et Bourama Soumano du Mali. Avec leurs propos engagés, ils ont touché le cœur du public, créant une première connexion entre artistes et spectateurs. Et Dieu a fait du général Diani, du capitaine Ibrahima Traoré, du général d'armée Assimi Goïta, le pionnier de la souveraineté au vrai sens du mot, qu'ils continuent leur mission noble et nous, les peuples, on les suit. Ensuite, la scène s'est ouverte à d'autres artistes invités, dont Alif Naba du Burkina, Yacouba Moumouni du Niger, Abdoulaye Diabaté du Mali. Tous les 3 reconnus pour leur composition qui mélange musique traditionnelle africaine et influences modernes. Ils ont interprété des morceaux qui incitent à la réflexion sur les enjeux sociaux tout en réaffirmant l'importance du respect et de l'unité dans l'espace AES. On souhaite les 3 présidents que Dieu le bénisse pour qu'il nous donne, on gagne notre souveraineté. On aimerait bien que les 3 pays AES là, qu'il avance. J'espère qu'un peu de temps, il y a des autres qui vont voir l'exemple et ils vont venir. On est condamné à rester AES parce que notre bonheur passe par l'AES. Il ne faudrait pas qu'on reste les bras croisés. On ne va pas nous laisser en paix, c'est sûr. Mais bonheur sans difficulté n'est pas un bonheur. Et la paix est en train de venir. Et l'AES ou rien, l'AES à vie. Les spectateurs ont applaudi chaleureusement chaque performance, prouvant que la musique peut franchir toutes les barrières et créer des liens solides entre les individus. À la jeunesse malienne, à la jeunesse burkinabé, à la jeunesse du Niger, de s'unir et de bâtir un avenir meilleur ensemble. Je soutiens les autorités de l'AES. Témoins de la joie de vivre du public, les ministres présents à ce concert ont compris que l'initiative était plus que nécessaire. Voir cette grande scène déployée sur le fleuve Niger, c'est véritablement quelque chose d'exceptionnel. Et nous tirons véritablement notre chapeau au ministre de la Culture, M. Mahmoud Affé. Nous tenons à remercier le Mali pour avoir initié cette soirée avec l'espoir qu'une telle soirée va se répéter dans les autres pays, je vais dire le Burkina ou le Niger. Notre peuple avait besoin de divertissement après toutes ces difficultés, de prouver qu'il a triomphé des forces du mal pour vraiment imposer sa culture telle qu'elle est, et aussi double satisfaction au motif que nous sommes aujourd'hui avec les frères du Niger, du Burkina. Donc l'espace AES commence à s'intégrer culturellement. Les peuples de l'AES sont unis dans l'allégresse, vous voyez les différentes musiques. On a aussi des moments de joie, on a des moments de bonheur aussi. Donc nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire, et nous sommes très très fiers de ce programme et nous sommes très heureux de pouvoir passer ces excellents moments, et nous espérons que dans les années à venir, la semaine va se transporter aussi au Burkina, au Niger, pour que nos populations qui ont tant souffert commencent aussi à partager la joie. D'autres artistes comme Prince Diallo et Youssouf Tapo étaient également de la partie.
La diversité culturelle, notre richesse. Au Faso, la reprise du dialogue gouvernement et organisation syndicale des travailleurs après 3 ans d'interruption sur la table des discussions. Plusieurs préoccupations en lien avec la sécurisation des biens et des personnes, de l'assainissement, de la gestion des ressources nationales, entre autres. L'ouverture des travaux était présidée à Ouagadougou par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. Le point avec Daouda Ouattara et bienvenue Taonsa. Ce cadre de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux n'avait plus eu lieu depuis 2021. La mise en œuvre des engagements du gouvernement sur les cahiers de doléances de 2015, 2016 et 2021 et les réponses sur le cahier de 2022 sont les points de mire. L'IAS se réjouit du traitement de certaines de ces préoccupations. Nous pensons notamment aux avancées relatives au traitement des revendications suivantes. Le départ des troupes françaises et la dénonciation des accords de coopération. Les dossiers des travailleurs de la mairie de Ouagadougou. Troisièmement, les dossiers des ex-moniteurs et monitrices et des travailleurs des médias publics arbitrairement affectés. L'exclusion de la promotion foncière des activités de promoteurs immobiliers. Sans oublier le relèvement du SMIC de 30 684 francs à 45 000 francs CFA et le soutien aux producteurs agricoles. La plateforme minimale du 1er mai 2022 fait ressortir 31 doléances posées par la partie syndicale. Il s'agit de la sécurité des populations et de leurs biens, de l'assainissement de la gestion des ressources nationales, du respect de l'élargissement des libertés démocratiques et syndicales, de la promotion du travail décent, de la garantie du pouvoir d'achat. Je vous rassure que vos préoccupations ont été examinées avec la plus grande attention par le gouvernement. Aussi, les propositions qui sortiront de la présente rencontre feront l'objet d'un traitement privilégié. Des propositions qui devront tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation, rappelle le chef de l'exécutif burkinabé, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, qui loue le sacrifice consenti par les travailleurs à travers notamment la contribution au fonds de soutien patriotique. Au cours des échanges, je vous invite à garder présent à l'esprit la situation sécuritaire que traverse notre pays, à penser au sacrifice de nos forces, nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, pour la libération de notre pays et le retour de la paix. Ces échanges tiennent sur 2 jours et l'unité d'action syndicale salue l'ouverture au dialogue de la part de l'exécutif burkinabé, gouvernement formé il y a environ 2 mois. Et au Niger, voyons un bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 2 janvier au 5 février 2025. Les commentaires sont de Jocelyne Amousso. À l'ouest du pays, au sein de l'opération NIA, alerté d'un vol de bétail vers Takouzat, dans l'après-midi du lundi 3 février, une unité d'intervention a été envoyée depuis Bankilare pour tenter de rattraper les malfaiteurs. C'est au cours de l'opération qu'un groupe de criminels a tendu une embuscade au détachement des forces de sécurité intérieure qui a entraîné la perte de nos 10 de nos vaillants frères d'armes. Malheureusement, l'intervention du renfort terrestre et aérien n'a pas pu permettre de retrouver les assaillants qui se sont dispersés après leur forfait. Néanmoins, la zone est restée sous surveillance aérienne jusqu'au lendemain, quand les assaillants, qui ont l'habitude de se regrouper après chaque attaque, ont été la cible de nos vecteurs aériens. Le bilan fait état d'au moins 15 ennemis neutralisés et plusieurs blessés. Dans ces moments douloureux qui a vu la perte d'une dizaine de nos frères d'armes, les plus hautes autorités du pays adressent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées et par extension à l'ensemble du peuple nigérien. Malgré cette épreuve, rien ne saurait entamer la détermination et le courage des forces de défense et de sécurité qui restent pleinement engagées à assurer la protection de leurs compatriotes et à restaurer pleinement la souveraineté nationale. Par ailleurs, une unité a mené le 1er février une reconnaissance offensive en direction du village de Bossiégou, situé à environ 2 km au sud-est de Mossipaga. Cette opération a été déclenchée à la suite de renseignements indiquant la présence régulière d'hommes armés non identifiés dans la zone utilisée comme cachette par ces derniers. À son arrivée, la patrouille a constaté que le village était désert.
Toutefois, la fouille du village a permis de découvrir et détruire plusieurs motocyclettes. Dans la région de Difa, dans le cadre des opérations de sécurisation menées à l'est du Niger, en début de semaine, lors d'une mission de contrôle de zone, les éléments de la position militaire de Chetimawango ont appréhendé 2 ravitailleurs de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ces derniers ont été surpris en flagrant délit alors qu'ils livraient des vivres ainsi que du matériel de couchage et de santé à leurs commanditaires. Ce communiqué pour poursuivre ce journal, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a appris avec une grande tristesse l'effondrement d'une galerie sur un site d'orpaillage de Kobadani dans le cercle de Kangaba le mercredi 29 janvier 2025. Cet accident a malheureusement causé la mort de plusieurs orpailleurs, dont de nombreuses femmes avec leurs enfants. À cette douloureuse circonstance, au nom de l'ensemble de mon département et à mon nom propre, je présente nos condoléances les plus attristées et nos profondes compassions aux familles éplorées et au peuple malien. Par ailleurs, j'invite les acteurs, particulièrement les femmes vivant près des sites miniers et les orpailleurs à un respect scrupuleux des exigences de sécurité et à travailler dans les seuls périmètres dédiés à l'orpaillage. L'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC a tenu ce matin la 21e session de son conseil d'administration courant 2024. L'AGETIC a assuré plusieurs actions dans le cadre de la digitalisation et de la modernisation de l'administration. Le projet de budget 2025 qui s'élève à plus de 2,9 milliards de francs CFA connaît une augmentation de 2,51% par rapport au budget de 2024. Seydou Traoré. Consolider les acquis et renforcer le processus de développement de l'écosystème du numérique au Mali. C'est le flambeau tenu par l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC. Pour baliser le terrain de 2025, les administrateurs de l'agence sont autour de la table pour discuter et échanger sur les acquis et les insuffisances de la structure. Déjà en termes de digitalisation et de modernisation de l'administration malienne, l'AGETIC a assuré courant l'exercice 2024 la réalisation de l'intranet de l'administration consistant à interconnecter progressivement l'ensemble des services publics et parapublics sur un réseau sécurisé. À cela s'ajoute la gestion de 10 181 noms dans le domaine et l'accompagnement de 26 bureaux d'enregistrement. Concernant les projets de programme d'activité et du budget 2025 de l'AGETIC que vous allez examiner et adopter, ils ont été élaborés en mode budget programme et conformément aux objectifs définis dans le programme du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre des actions prioritaires retenues dans les documents adoptés par le gouvernement. Vous aurez examiné et adopté le projet du budget 2025 qui s'élève à un montant de 2 986 779 000 francs CFA avec une augmentation de 2,51%. soit 73 272 000 francs CFA. Courant 2025, l'AGETIC prévoit d'étendre ses actions dans plusieurs services publics et privés afin de renforcer et sécuriser leurs systèmes d'information, sans oublier l'accélération de la digitalisation et la dématérialisation des procédures, ainsi que fournir des services de qualité aux usagers. Les grandes attentes, c'est surtout la contribution de l'AGETIC à la mise en œuvre du projet de digitalisation de l'administration qui a été lancé le 22 juin dernier à Sikassou. Donc nous avons programmé pour l'année 2025 l'opérationnalisation pour permettre aux citoyens d'entreprendre leurs démarches en ligne au niveau des services déjà digitalisés. La réalisation de ces activités nécessite l'engagement de l'ensemble du personnel de l'AGETIC, a notifié le président du conseil d'administration.
56 milliards de francs CFA, c'est le montant de la subvention qui vient d'être signée entre Catholic Relief, le Fonds mondial et le ministère de la Santé et du Développement social. Ce fonds est dénommé GC7. Il est reparti sur 3 ans. L'enveloppe couvre 3 maladies, la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Avec cet appui, le programme national de lutte contre le paludisme veut réduire le fardeau du paludisme et d'accélérer les progrès vers son élimination d'ici à 2030. Inaba. Au Mali, le paludisme constitue l'une des priorités de la politique nationale de santé. Il reste également la première cause de morbidité 37% et de mortalité 25% selon les données du système national d'information sanitaire. C'est pourquoi le département de la santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme et Catholic Relief Service, unissent leurs efforts pour améliorer la qualité des soins et renforcer les services de lutte contre le paludisme au Mali. Malgré les progrès réalisés au fil des années, le combat est loin d'être terminé. Cette nouvelle subvention vient renforcer nos efforts en matière de la prise en charge gratuite des cas de paludisme, le renforcement de surveillance et de riposte, ainsi que l'amélioration de la communication et de la sensibilisation communautaire. La signature officielle de la nouvelle subvention du Fonds mondial CG7 paludisme couvre la période 2025-2027 pour un montant de 56 milliards de francs CFA. Grâce à cet appui de Catholic Relief Service, la mise en œuvre des interventions prioritaires a été définie. La distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, la chimioprévention saisonnière chez les enfants de 3 à 59 mois, entre autres. CRS est très fier de la confiance renouvelée des instances gouvernementales et du bailleur en ses capacités à accompagner efficacement les structures concernées dans la mise en œuvre de cette importante subvention au bénéfice des communautés qui attendent nos services dans les zones les plus reculées et difficiles d'accès. Chaque année, entre 2,6 et 3,5 millions de cas de personnes touchées par le paludisme sont confirmés et traités avec un taux de prise en charge atteignant près de 99%. Cette nouvelle subvention concerne en plus du paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Elle permettra au département de mener à bien la politique de lutte contre ces fléaux. Face aux défis, j'invite tous les acteurs de mise en œuvre à travailler main dans la main afin de parvenir aux résultats escomptés pour le bien-être de nos concitoyens et conformément à la stratégie technique mondiale 2016-2030 de l'OMS, nous inscrivons dans une dynamique d'élimination du paludisme dans notre pays et j'appelle à conjuguer les efforts pour y parvenir. Ce projet CG7 sera un tremplin pour atteindre les objectifs, à savoir l'ambition de 0 cas de paludisme d'ici à 2030. Le nouveau bureau exécutif du Haut Conseil islamique a rencontré ce matin le gouverneur du district de Bamako. Ce bureau est venu présenter son plan d'action et échanger avec le gouverneur sur certaines questions touchant la gestion des mosquées et des imams. Le gouverneur a salué l'initiative tout en invitant la nouvelle équipe à privilégier le dialogue et la communication compte rendu Seydou Traoré. C'est dans la collégialité que le gouverneur du district de Bamako a échangé avec les membres du nouveau bureau du Haut Conseil islamique du district. Une opportunité pour le président du Haut Conseil islamique de Bamako de remettre une copie du plan d'action de 5 ans qu'il compte mettre en œuvre, ainsi que la liste du nouveau bureau. L'imam Mohamed Makiba a également égrené des préoccupations qui portent sur l'interpellation de certains imams pour raison de querelles internes dans certaines mosquées et de la fermeture d'une dizaine de mosquées, sans oublier l'amélioration des conditions de travail du comité d'observation de la Lune de Bamako. Il y a des imams qui sont interpellés au niveau politique. Nous, on gère ça autrement. Mais on parle sur les imams qui sont interpellés à cause des petits conflits dans les mosquées.
entre l'imam et son adjoint, entre l'imam et le comité de gestion des mosquées, interdiction des imams de rentrer dans leurs mosquées. Bon, vraiment, on a dit au gouverneur de trouver une solution à ça. C'est pour cela qu'on a demandé de créer un cadre de concertation permanent qui sera occupé uniquement la gestion des mosquées et les prêches à Bamako, mais en partenariat direct avec le gouverneur. Ils ont fait allusion souvent aux interpellations de certains imams par les services de police ou de la justice. Nous leur avons dit qu'il appartient au service de l'État, souvent en cas de besoin, d'interroger certains responsables religieux. Mais souvent, c'est mal compris. Ça peut être des demandes de renseignement. Ça peut être sous forme de demande de renseignement au niveau de ces leaders religieux. Mais nous leur avons dit, chaque fois que la situation leur paraît compliquée, de se référer à nous. Et nous ferons les interventions nécessaires pour faciliter la gestion des affaires. Le gouverneur du district de Bamako a rassuré le bureau du Haut Conseil islamique du district de son accompagnement et dit avoir pris bonne note de la sollicitation pour l'obtention d'un siège pour la fêtière. Ouf de soulagement pour les riverains du dépôt de transit situé dans le quartier de Dar Salam. La délégation spéciale de la mairie du district vient d'aménager l'espace pour contenir les déchets solides qui transitent par là. Il s'agit des murs de clôture d'une hauteur de 3 mètres. L'inauguration de l'espace a eu lieu ce mardi 4 février. Le point avec Kassim Diallo. Il est l'un des dépôts de transit les plus importants de Bamako et cela depuis de nombreuses années. Et depuis toujours, cette décharge, communément appelée dépôt gasoil, située à Dar Salam en commune 3 du district de Bamako, reste un casse-tête non seulement pour les riverains, mais aussi pour les autorités. Mais depuis ce lundi, la délégation spéciale y apporte une solution durable. Ce dépôt est l'un des dépôts les plus difficiles pour nous. Ça pourra évacuer 510 tonnes par jour. Et là, c'est déjà beaucoup. Nous avions un problème avec la communauté voisine, les jeunes surtout, qui estimaient que les déchets débordaient et qu'il fallait trouver une solution. Nous avons pris un entrepreneur qui a travaillé là-dessus 3 mois et c'est le résultat que vous constatez. Nous souhaitons vraiment qu'il dépose les ordures uniquement dans les caissons. Les camions anti-route viendront pour les évacuer. Voilà un investissement qui va permettre aux agents de la voirie de mieux gérer le flux des déchets avant leur transport vers les décharges finales. Nous avons un mur qui va jusqu'à 3,20 mètres. Maintenant, pour que ces murs-là puissent résister à la poussée due aux déchets, donc nous avons prévu des contreforts. En fait, c'est des barres obliques que vous allez constater tout autour du dépôt dehors. Ça, c'est pour pouvoir contenir la poussée exercée par les déchets sur le mur. Nous sommes très contents de cette réalisation, mais nous demandons à la mairie de nous aider à évacuer les déchets régulièrement. Pour les riverains et l'ensemble de la population, cette infrastructure est la bienvenue. Voilà pourquoi ils se sont engagés à accompagner la délégation spéciale pour sa bonne gestion. Comme pour joindre l'acte à la parole, les jeunes du quartier ont déjà formé un comité de veille. Un séminaire de sensibilisation sur les règles communautaires de la concurrence et sur la fourniture de services de mobile monnaie a démarré ce matin à Bamako. L'atelier est financé par l'Union économique monétaire ouest-africaine avec l'accompagnement technique de la BCAO. Seydou Traoré, Gaussou Achtouré. Outiller et adapter les agents des structures de la concurrence et les acteurs du secteur de régulation à l'essor rapide du sous-secteur de mobile monnaie, voilà la quintessence de ce séminaire. Un atelier de 3 jours qui prend en compte les règles communes de l'IMOA applicables aux entreprises publiques et privées ainsi qu'aux aides publiques. Ce séminaire qui dure 3 jours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive numéro 2 2002 CM UEMOA du 23 mai 2002 relative à la coopération entre la Commission et les structures nationales de concurrence pour l'application des règles 88, 89 et 90 du traité.
Elle vise à faire mieux comprendre aux participants les règles communautaires de la concurrence de l'UEMOA et celles du sous-secteur du mobile money dans sa diversité, tout en les dotant d'instruments leur permettant d'identifier les défis et les réponses appropriées à apporter. Les experts des questions des mobiles monnaies de la BCEAO vont animer 6 modules avec des thématiques sur les pratiques des entreprises, les attentes anticoncurrentielles, les abus de positions dominantes, les aides publiques et le cadre institutionnel et réglementaire des transferts d'argent par téléphonie mobile. Il s'agit de ce qu'on appelle communément les transferts d'argent. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous le savez, ça occupe un grand pan du financement de l'économie. Voilà, donc à travers les transactions financières. Donc il est nécessaire aujourd'hui, et d'ailleurs ça s'impose, à ce que les différents acteurs prennent connaissance de ça et de comprendre les enjeux. La rencontre regroupe les professionnels de la lutte contre la concurrence déloyale, les opérateurs de la téléphonie ainsi que les associations des consommateurs du Mali. À Douanza, une sensibilisation a eu lieu pour encourager la population à s'acquitter des impôts et taxes communaux pour l'exercice 2025. L'événement s'est déroulé sous la présidence du préfet de Cercle et du maire de la commune en présence d'une foule de citoyens de la localité. Almouzer Alkamisa Yatara. Cette rencontre visait à inculquer les valeurs du civisme et de la citoyenneté à la population, en soulignant l'importance du paiement des taxes et impôts locaux pour le développement de la commune. Nous ne sommes pas sans savoir que depuis l'avènement de la crise sécuritaire dans la région de Douanza, les communes n'arrivaient plus à couvrir leurs impôts et taxes. Donc de telles rencontres permet quand même aux citoyens de comprendre ce que c'est que les TDL, ce que c'est que les taxes et à quoi ça peut servir. Les préfets et les maires ont prodigué des conseils pratiques sur la manière dont les citoyens peuvent s'acquitter de leurs droits fiscaux, tout en expliquant les avantages directs que ces paiements apportent à la communauté, notamment en matière d'éducation, de santé et de développement des infrastructures locales. Ce acte vraiment est salutaire, qui connaît depuis 2012 avec l'insécurité. Donc il est très difficile aux gens. Les gens sont réticents vraiment à payer les impôts et les taxes. Donc la mairie a adopté cette stratégie aujourd'hui ce matin pour inciter vraiment les gens à payer les impôts. À commencer par nous-mêmes les autorités, les bureaux communaux ainsi que les conseillers. Cette rencontre a permis de renforcer la collaboration entre les autorités locales et les citoyens, tout en affirmant l'engagement de Douanza vers un avenir plus prospère et solidaire basé sur le respect des obligations fiscales de chacun. Dans un avenir proche, le laboratoire national de la santé envisage de renforcer le contrôle de la qualité des denrées alimentaires sur le marché malien. Plusieurs missions de contrôle sont ainsi effectuées au cours de l'année 2024. Le docteur Seydou Moussa Koulibaly, le directeur général du laboratoire national de la santé, nous donne un aperçu. Il répond aux questions de Yaya Konaté. Il faut reconnaître que chaque année, nous organisons ce qu'on appelle une vaste campagne de surveillance post-marketing des médicaments. Et cette campagne couvre l'ensemble du territoire national, de Kidal jusqu'à Kay. Et nous faisons des échantillonnages de médicaments et nous contrôlons la qualité de ces médicaments. Et quand nous trouvons que ces médicaments sont non conformes, les résultats sont envoyés au niveau de la direction de la pharmacie et des médicaments qui prennent les dispositions pour qu'on puisse retirer ces médicaments sur le marché. Deuxièmement également, qu'est-ce que nous réussissons? Cette année, nous avons été contactés par un de nos professeurs qui nous a amené deux boissons pour nous dire de contrôler la qualité de ces boissons. Nous avons contrôlé ces boissons et nous avons trouvé des produits chimiques là-dedans. Les fameux aphrodisiaques dits naturels. Dits naturels, dits 100% naturels. Sur 14 types de ces produits que nous avons échantillonnés sur le marché de Bamako, nous avons trouvé que pratiquement 12 conteneurs du sildenafil et du tadalafil, qui sont vraiment des aphrodisiaques chimiques qui sont utilisés.
Et ces produits, c'est tadalafil et sildenafil, c'est des produits chimiques qui sont destinés, qui sont sous prescription médicale, qui sont destinés à une catégorie de personnes bien déterminée. Voilà.